Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence spécialisée dans le développement logiciel à Montréal. On se spécialise dans le développement d'applications mobiles. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Là où est-ce qu'on réussit à se distinguer, c'est vraiment en créant des produits numériques qui offrent une expérience utilisateur de qualité supérieure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec mes collègues Alexandre Saint-Aubin et Rosalie Molaison, qui sont respectivement directeur général et directrice talent et culture de ThirdBridge. On a fait un petit Q&A en pigeant des questions pour aborder le sujet des ressources humaines en TI. Rosalie nous a vraiment fait un beau partage de son expérience et de ses connaissances. Puis Alex aussi, qui avait une très belle expérience à nous partager en ayant été lui-même le directeur RH par intérim de ThirdBridge avant l'arrivée de Rosa parmi nous. Donc, il y a une vraiment belle discussion que vous pourrez apprendre plein de choses selon moi. Donc, sans vous en dire plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! On a une nouveauté sur le podcast. On a maintenant un partenaire qui est la microbrasserie La Barberie. Étant moi-même une fille de Québec, j'adore la microbrasserie La Barberie. Non seulement la bière est vraiment bonne, mais en plus, ils ont une nouvelle terrasse où est-ce que l'ambiance est au rendez-vous. Étant une propriétaire de chiens, en plus, 2 chiens, 2 Golden Retriever, j'adore aller à la Barberie parce que tu peux non seulement amener ton chien sur la terrasse, mais également à l'intérieur. Donc, super pratique. Si vous passez par Québec, allez essayer la microbrasserie La Barberie. Alex, Rosa, bienvenue à l'Update. Allô! Salut Virge. Ça va bien? Ça roule? Très bien. Toi? Oui, pas trop déstabilisé qu'on ne soit pas dans le même studio que d'habitude. Perturbé, ça risque d'être un épisode raté. Mais non. Ça va aller dans tous les sens, cet épisode. Hey, merci d'accepter d'être avec moi derrière le micro une fois de plus. Aujourd'hui, on va avoir un épisode un peu spécial. Donc, quand on fait des épisodes à l'interne, je me prépare moins de questions. J'aime mieux qu'on y aille sous forme de Q&A. On avait demandé, Rosa et moi, à nos communautés LinkedIn, comme ça on avait... Ben Rosa, t'as quand même une grosse communauté LinkedIn. Étonnamment. Rosa, t'es quand même famous. Étonnamment, ça marche les affaires sur LinkedIn. Ben, moi, ça marche un peu moins, mais reste qu'on avait demandé à nos communautés respectives s'ils avaient des questions pour nous dans le cadre d'un épisode plus orienté RH, recrutement, dans le monde des TI. Donc aujourd'hui, petit Q&A avec ces questions-là, plus d'autres questions qu'on a réfléchi entre moi et Rosa. Puis Alex, avant que Rosa arrive en tant que directrice talent et culture, tu étais beaucoup dans le rôle des ressources humaines. Fait que je me disais que tu allais avoir de quoi d'intéressant à dire là-dessus. J'étais directeur talent et culture avant que le poste existe chez nous. Puis j'ai fait de mon mieux, mais une chance que Rosa est là. T'étais bon pareil. Merci. Tu as fait ce que tu pouvais. Tellement. C'était bon. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, c'est comme un segment questions dans le chapeau, mais tout le long de l'épisode, dans nos nouvelles casquettes ThirdBridge. Donc, je prends la casquette et on commence à piger. Rosa, vas-y fort. Quel logiciel RH utilisez-vous le plus à l'interne et pourquoi? Avez-vous eu à en développer un homemade pour être plus efficace? Quelle bonne question. Quelle bonne question. Ça vient de la communauté. Hein? Oui, celle-là, oui, c'est la communauté. C'est une excellente question, communauté. Merci à la communauté. Merci au poseur ou à la poseuse de questions. Mais dans le fond, on utilise principalement Bamboo HR, que j'utilisais aussi avant d'arriver chez ThirdBridge. Mais on ne l'utilise pas vraiment à son plein potentiel parce qu'il y a plusieurs modules qui sont en développement puis qui ne répondent pas nécessairement justement à nos besoins. Puis en termes d'offres, là, c'est ça. Il y a des modules qui sont moins intéressants, mais c'est quand même notre ATS. Puis encore là, c'est pas vraiment un ATS, mais c'est là où on gère là, toutes nos candidatures, que le site carrière, toutes les candidatures rentrent. Donc, Bamboo RH sert à ça. Et on utilise beaucoup Notion, donc pour tout ce qui est politique, communication, documentation, maintenant toutes les grilles de compétences qu'on a fait, beaucoup de contenu là, sur Notion. Et sinon, on avait un Google Drive là, pour répondre à la question plus homemade, mais
On ne l'utilise plus parce qu'avec la loi 25, maintenant, il faut que ça soit barré avec un mot de passe. Puis, il faut que ça soit... c'est ça, faut s'assurer là, que ça soit bien protégé. Donc, on a transféré là, tout dans Bamboo RH dans les documents. Puis sinon, plus intéressant, c'est des logiciels comme Workly pour regarder notre niveau d'engagement, notre INPS. Je dirais que c'est ça. C'est la deuxième partie de la question, moi, que j'ai envie d'adresser le plus. C'est dans Notion qu'on a fait notre... c'est la déformation professionnelle. On commence à utiliser un logiciel, puis là, on se dit, bon, on sent que ça aurait été mieux si on l'avait fait nous-mêmes. Ouais. Puis là, on est frustré de l'utiliser. Puis plutôt que de rester frustré, ben là, on s'en va dans Notion maintenant. Puis plutôt que de le développer nous-mêmes aussi, puis que ça coûte une fortune, on a trouvé un très bel entre-deux. On s'en va dans Notion, puis on essaie de le configurer du mieux qu'on peut pour que ça réponde à nos besoins pile-poil. Puis à date, on s'en tire très bien. Mais c'est vrai que Bamboo est très utile. Puis je suis content que tu le mentionnes, Workleap, on va toujours essayer de plugger de quoi de keb. Hein? Workleap, c'est bien fait, puis ça nous a donné d'excellents indices de certaines situations, talent culture RH, puis on a pu prendre action. Fait que merci à Workleap, ça fonctionne très bien, on le recommande à chaque fois d'ailleurs. Oui, on adore. Quand on a reçu Simon, je disais qu'on name drop Workleap à chaque épisode, puis ça continue. Mais justement, la personne qui a posé cette question-là, sans la nommer, je sais qu'elle vient d'une très grande entreprise qui, eux, parfois, vont être portés à justement vouloir développer des solutions un peu plus à l'interne pour leurs propres besoins. Je pense aussi qu'il y a une certaine... On dirait que les gens ne savent pas qu'il y a un logiciel... Tu n'as pas besoin de bâtir pour toi-même, qu'il y a toujours un logiciel qui peut répondre à tes besoins sans que tu ailles nécessairement... Avec une légère frustration, Oui. si c'est ton métier de bâtir des logiciels, mais oui, c'est vrai que ça vaut la peine de regarder ce qui est déjà sur le marché. Exact, c'est ça. Tout à fait. Parce que je me rappelle aussi avec Alex, je ne sais pas si tu t'en rappelles, pour le développement des employés, à un certain point, on s'était dit, on devrait bâtir une application, puis on voulait mettre ça sur la blockchain, puis genre, c'était vraiment intense. C'est vrai, l'idée était un peu originale, hein? C'est vrai, j'avais oublié ça. On l'appelait comment, ce projet de fou-là? Hein? Je sais pas, mais c'était un délire. J'avais embarqué. Genre, en fonction de à quel point tu t'améliorais ou que tu atteignais tes objectifs, tu allais avoir un morceau de robot, littéralement. Ouais. Ça, c'était un NFT. En tout cas, c'est tellement compliqué. C'était hyper nerdy. Puis là, sincèrement, c'était des gens qui ont trop joué à Diablo 2, dont moi. Là. Puis, en Diablo 2, tu peux choisir ton arme de compétence. Puis là, tu peux devenir un barbare spécialisé, disons, je te dis n'importe quoi, là, mais en hache double lame, mettons. Ouais. Là, tu te spécialises là-dedans. Mais là, on voulait le même concept, mais pour ton parcours professionnel de développeur logiciel. Puis, on voulait aussi, parce que ce qui est très cool dans Diablo 2, c'est que plus tu augmentes en niveau, ben, plus tu vas pouvoir t'habiller chic, avec des grosses armures, des grosses armes. Puis là, tu as un personnage qui a du swag. Puis, on voulait la même chose. Fait que là, les NFT, puis les parties de robots, puis là, tu te bâtissais comme ton personnage, ton avatar, disons. Une chance qu'on ne l'a pas faite. On discarte pas complètement l'idée. C'est créatif, c'est bon. Ce sera notre spin-off de Sturbridge. C'est ça. OK, prochaine question sur ce. Ça part bien, tout le monde. Quel est le plan de Sturbridge pour assurer le développement et la croissance personnelle des membres de son équipe? Comment mesurez-vous l'impact de ces programmes de développement sur la performance des employés? Bon, tout ce qui est développement des personnes, développement organisationnel, moi, c'est vraiment mon dada. Je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai même étudié en RI. Puis quand j'ai fait mon MBA, tous mes cours, je les aurais pris en développement des personnes, en organisation. Puis c'est sûr que c'est difficile d'avoir un vrai programme qui fait que tu as un parcours, un plan de carrière, surtout dans une petite entreprise, moyenne entreprise comme la nôtre. Tu n'as pas 15 options finalement de choix de carrière. Tu en as quelques-unes qui s'offrent à toi. Dans un monde idéal, tout le monde aurait un plan de carrière puis connaîtrait parfaitement son delta entre sa situation actuelle, son niveau de compétence, puis c'est quoi la prochaine étape finalement pour se développer. Mais c'est ça, c'est difficile, c'est à bout de bras qu'on fait ça. Puis finalement, du développement organisationnel, puis des personnes comme ça, puis vraiment un arbre de chemin de carrière à l'interne de développement, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté puis qu'on aimerait peut-être faire finalement. Mais pour le moment, on a des grilles de compétences là, avec 3 niveaux. Puis déjà, faire ça, c'est assez ardu. Là. On a fait des ateliers avec toutes les équipes. C'est Alex qui les avait débutés, je les ai repris, puis de nommer là, tous les comportements de junior à senior. Donc, on essaie de donner du moins cette visibilité-là.
Mais puis on a évidemment des budgets de formation, puis on suit ça. Là, le nombre d'heures de formation, c'est un indicateur là, qu'on regarde. Mais ça s'en tient à là pour ça. C'est plus des discussions, puis là, on le prend en note, puis on essaie d'influencer, puis d'écouter les besoins, puis de créer ces opportunités-là. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de programme officiel, là, je dirais. Dans un autre enregistrement de balado, je mentionnais que la croissance est un peu devenue une responsabilité pour notre entreprise parce qu'on a des gens ambitieux. Puis en effet, on a 3 niveaux dans notre organigramme. Tu as vite atteint le sommet. Là. À partir du moment où tu es niveau 2, il te reste juste à attendre ton poste pour devenir directeur. Puis ils sont tous pris à date, les postes de directeur. Fait que tu ronges ton frein longtemps. Fait que si on veut honorer l'ambition de nos collègues, il faut que la compagnie connaisse une certaine croissance pour leur offrir ce parcours professionnel-là. Mais je pense qu'il se bâtit en même temps que eux connaissent leur croissance professionnelle. Fait qu'il faut vraiment être patient quand tu es chez ThirdBridge pour développer ton parcours professionnel, mais il se développe réellement de cette façon-là, mais en même temps que l'entreprise, finalement. Ouais. À cause de nos niveaux. C'est un avantage aussi d'être très horizontal, mais il y a cet inconvénient-là, je pense, de comment je fais pour avoir de l'avancement de carrière. C'est moins clair quand tu as vraiment un organigramme très horizontal comme le nôtre. Oui. Si je peux ajouter, on parle beaucoup de la culture du plein potentiel, autant de l'entreprise, mais autant des gens. Donc, c'est sûr que d'atteindre son plein potentiel, c'est vague, mais c'est différent aussi pour chacun. Là. Fait que c'est ça qui est intéressant dans ces nuances-là. Puis de participer à un projet, bien, finalement, de changer de projet, ça te permet sûrement de te développer sur d'autres types de compétences. Donc, c'est ça. Il y a des mouvements qui sont super intéressants, finalement, puis qui fait que les gens... moi, je pense qu'on peut se développer très longtemps dans un rôle puis prendre beaucoup de responsabilités là, avant nécessairement de changer de titre, là, parce que c'est ça. Nous, nos titres... en fait, nous, moi, je crois que les titres, c'est juste une nomenclature. Pour certains, c'est important, mais finalement, d'aller chercher de la profondeur dans ses responsabilités, ça, je pense qu'il y a de la place en masse là, chez ThirdBridge. Je reviens à ce dont on jasait tantôt, le Diablo 2 again. Mais tu as cette satisfaction-là quand tu passes de level 1 à niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis tu peux te rendre jusqu'à 99. Mais chez nous, il est où mon level up? Il est où mon sentiment de satisfaction? J'ai acquis toute l'expérience, je passe au prochain niveau. Il faut donner cette satisfaction-là quand même à nos collègues sans nécessairement les changer de titre. C'est un grand défi, c'est pas peu de choses. Puis c'est par les grilles de compétences que ça se fait. Puis c'est un projet qui remonte à il y a 1 an et demi, genre. Fait que c'est quand même... c'est de la job. On s'est donné un gros défi à ce niveau-là. Puis on ne le savait pas au début, pour être honnête, à quel point ce serait prenant. Puis à quel point ce serait sensible aussi. Oui. Ben oui, puis toute l'interprétation, le choix des mots pour augmenter, changer justement d'intermédiaire à senior, c'est tellement... c'est ça, il y a beaucoup de discussions, puis d'ateliers derrière tout ça, puis un travail en profondeur, puis c'est pas encore parfait, là, comme de la façon que c'est rédigé, mais je pense que c'est bien satisfaisant finalement pour avoir les bonnes discussions, puis mettre la table, puis finalement avoir en continu ces discussions. Mais, tu sais, du développement organisationnel, puis des personnes, souvent, tu as des gens qui font ça à temps plein, puis ça prend des moyens, ça prend de la clarté, ça prend, tu sais, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est ça. Je trouve qu'on n'est pas pire, mais c'est un sujet qui est définitivement sur la map pour les prochaines années. On y accorde certainement beaucoup d'importance, en tout cas. Bravo! Non, mais c'est vrai, je vous trouve bon. Mais moi, je ne suis pas nécessairement impliquée, mais je vous vois aller, puis je suis fière de vous. C'est peut-être toi qui a bâti le département RH au départ, right? C'est toi qui faisais du recrutement quand tu es rentré il y a longtemps. Je faisais ce que je pouvais, en effet. Mais oui, c'est sûr que quand tu arrives, on était 8 quand j'ai commencé. Puis là, j'arrive, il y avait Émilie qui avait son background plus admin aussi, mais Émilie s'occupait beaucoup des finances, puis était même plus encore dans le développement des affaires, puis dans la gestion de projet à ce moment-là quand j'ai commencé. Fait que moi, j'arrive fraîchement sortie de l'université avec mon bac en admin en marketing, mais bac en admin veut également dire que tu as eu quelques cours en gestion des ressources humaines. Fait que quand tu vois un gap, tu essaies de le fill, right? Fait que j'ai commencé à faire du recrutement, puis j'ai essayé de faire des activités, puis de bâtir une culture. Mais ce qui était le fun de tout ça, c'est que le gros problème de ThirdBridge à ce moment-là, bien, c'est pas un problème, mais le besoin de ThirdBridge à ce moment-là, c'était vraiment qu'on avait besoin de recruter. Les projets allaient bien, on avait plein de nouveaux projets qui commençaient, plein de jobs, pas assez de dev. Fait que, vu que je m'occupais du recrutement, bien, je faisais le marketing en même temps, puis c'était beaucoup du marketing RH, la marque employeur. Donc, je parlais directement à mon persona.
ce qui a vraiment facilité, je pense, tout ce qui était messaging, puis les campagnes qu'on a fait que ça a vraiment porté fruit éventuellement, puis on n'avait plus de problème à recruter à un certain point. En effet, ben encore à ce jour, Ouais. ça va plutôt bien. On est encore capable de taper des murs sur des postes très spécifiques, mais à part de ça va bien. Mais sinon, mon rôle de RH s'arrêtait là parce que moi, je trouvais que c'était une bonne idée, les NFT. Fait qu'une chance que si on a eu d'autres gens. Moi aussi, d'ailleurs. All right, on passe à la prochaine question. Je suis là. Quels sont les principaux défis auxquels les départements RH sont confrontés lorsqu'ils recrutent des professionnels en TI? J'ai envie de dire, moi, que c'est l'équilibre entre une expérience entrevue satisfaisante pour le candidat et qui nous permet de réellement bien embaucher, de bien déterminer si on a le bon candidat en face de nous. C'est vraiment un équilibre fragile parce que j'ai l'impression que c'est une entrevue bidirectionnelle. Surtout il y a 1 an ou 2, là, recruter des gens, c'était un grand défi. Il n'y avait pas grand spécialiste dans notre domaine disponible, puis on ne voulait pas les apeurer avec un processus d'embauche qui est trop prenant avec, par exemple, des devoirs à ramener à la maison, puis des tests techniques un peu plus poussés. On est en train de les bâtir d'ailleurs parce que justement, je pense que l'employeur retrouve un peu du ballon de cet équilibre-là en ce moment. Mais voilà, pour le moment, je pense que notre enjeu est là. Je trouve qu'on a du mal à trouver une expérience justement d'entrevue qui nous permet de notre côté de bien déterminer si on veut embaucher cette personne-là, puis de l'autre côté, pour eux de déterminer s'ils veulent réellement travailler chez nous. C'est pas facile. Mais ça, c'est intéressant d'ailleurs, la partie plus... Tu sais, là, on va en faire des tests techniques, mais on n'en faisait pas des tests techniques. Puis pour une compagnie qui a autant recruté puis qui ne faisait pas de tests techniques, on s'est trompé, mais on ne s'est pas tant trompé que ça non plus. Qu'est-ce qui, selon toi, faisait en sorte qu'on était capable d'identifier que cette personne-là est un bon développeur versus peut-être moins? Ça ne sera pas très original. Hein? Je pense qu'on vit très fort nos valeurs chez ThirdBridge. Fait qu'on peut s'appuyer sur elles à ce moment-là pour y aller d'instinct pratiquement. On avait quelques questions clés qu'on gardait à l'arrière de la tête. Est-ce que je boirais une bière Barberie avec ce candidat? Et puis, si la réponse est oui, ben alors là, déjà, il vient de gagner beaucoup de points. C'est sûr que c'est pas les meilleures pratiques du recrutement, des grilles objectives avec les biais de genre, ça serait mon chummy, c'est pas l'idéal. Mais définitivement, si vous vouliez des gens qui fitaient puis vous avez réussi à le bâtir. Puis souvent, tu embauches quelqu'un sur son potentiel de ce qu'il va être capable de livrer. Tu n'as aucune certitude que le code qui t'a envoyé dans le home assessment, dans le devoir ou quand il a fait le test, finalement, c'est peut-être fait même aider. Tu embauches quelqu'un sur le feeling que tu as qui va être capable de livrer. Puis après ça, ben, tu peux réajuster selon sa performance quand tu apprends à le connaître. Mais c'est normal, tu veux limiter le risque avec justement un test technique, mais tu peux pas le savoir à 100%. Là, même les références, c'est tellement quelque chose qui est la personne qui donne des références. J'aimerais bien passer en référence aussi des fois, là, dans le sens que c'est ça. C'est plein, c'est un processus complet qui finalement te laisse des impressions. Puis quand l'impression, la somme est bonne, plus la bière. Quand c'est une bière Barberie, par contre, c'est dur de se tromper. Absolument. C'est vraiment du fun. Tout à fait. On n'est pas têteux avec notre sponsor. Non, on est bien contents, tu sais. All right. C'est moi qui ai lu celle-là. Là. Mais oui, vas-y. Il veut lire. Mais tellement. On est tombé funky en ce jeudi du début du festival d'été. Hein? Quels sont les plus grands enjeux d'un département RH? Ça va être plus dark un peu, mais l'accompagnement des cas problèmes. Quand on tombe dans une situation où on a quelqu'un qu'on veut réellement aider, qu'on sait qu'il y a un potentiel, mais qui n'est pas nécessairement sur son X, comment trouver la bonne façon d'envoyer le message, le feedback constructif, via qui, à quel moment? Est-ce qu'on tombe nous autres, on appelle ça un plan d'amélioration? Comment on le bâtit, ce plan-là, pour le faire fonctionner? Ça, ce serait ma bête noire quand on commence à avoir ces conversations-là. On dirait que je perds mes moyens. Quel tien, toi, en tête? Ben moi, les enjeux, je voyais plus ça global, là, comme justement maintenir une équité interne. Je trouve qu'en ce moment, notre plus grand enjeu, ben effectivement, il y a ça, mais ça, c'est tout le temps sensible. C'est tout le temps... puis il y a des entreprises qui le gèrent d'une façon, puis nous, on le gère d'une façon qu'on veut qu'il soit humaine. Donc, c'est là que ça devient sensible parce qu'on a tendance à tolérer, mais le but, c'est d'aviser la personne tout le long que tu tolères que
voici ce que nous observons, puis on est en train de mettre des choses en place pour s'aider à ce niveau-là. Mais oui, ça, c'est un enjeu, mais moi, je le voyais plus. Dans le fond, on vit quand même une forte croissance, puis selon moi, c'est d'avoir une fondation solide. Donc, un cadre de rémunération qui se tient, qu'on est capable d'avoir une plus grande transparence avec nos échelles, vraiment évaluer là, bien les postes. C'est plus des enjeux d'amélioration, selon moi, parce que des grands enjeux que, quand je suis arrivée, je me suis dit, ça va pas bien. Tant qu'à moi, il y en a pas tant que ça. All right. J'ai vu pire. Oui. Mais oui, en effet, je pense que, mettons, toi, les cas problèmes, j'aime pas le terme. Là. C'est peut-être pas ça qu'on veut dire, là, mais en tout cas... Je suis allée dans l'arbre plutôt que dans la forêt. Là. Ouais. On peut rester... Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, en effet, je pense que pour toi, que ça fait plus partie de ton quotidien, si on veut d'adresser des situations comme ça, puis d'avoir les bons outils pour les adresser, je pense que c'est plus évident. C'est plus simple versus... Quand quelqu'un qui n'a pas nécessairement un background en RH, bien, c'est sûr que ça devient vraiment une montagne de devoir dire à quelqu'un qui ne fait pas nécessairement bien sa job ou qui doit s'améliorer sur telle et telle raison. Là. Ouais. En effet, je pense, mettons, d'un point de vue externe, je trouve que c'est la chose qui fait le plus peur. C'est probablement justement l'arbre et non la forêt, mais c'est le genre d'enjeu que je vois, j'ai envie de virer de bord. Tu sais, Ouais, c'est ça. Je sais pas, non, j'ai rien vu. Je pense que c'est tous les enjeux, c'est le même enjeu pour tous les gestionnaires de ce monde. Là. Fait que c'est ça. C'est comment tu le fais, puis de trouver une façon, puis il n'y a jamais de façon impeccable, tu sais, mais finalement, c'est de l'adresser de la bonne façon au bon moment, puis surtout de ne pas virer de bord, puis de rien faire, tu sais. Fait que... Mais ouais, non, c'est des enjeux, mais les plus grands enjeux, moi, je trouve que c'est ça, c'est tout ce qui est l'équité, la structure, garder notre culture avec les changements qu'on fait, là, que ça ne l'impacte pas, parce que c'est ça qui fait que tout le but, les gens aiment travailler chez nous, je pense. All right. Donc, on prend une petite pause de l'épisode pour faire notre segment du quiz qui est présenté par la Barberie. Rosa, qu'est-ce que tu bois? Je bois la Mega Fruits Raptor. Puis, c'est bon? C'est délicieux. Wow. Parfait. C'est une sûre. Oh. Je bois la Placebo blonde citron lime. Et puis, je l'ai choisi parce que ça fit. Mais oui, toi. C'est excellent. Moi, je bois une bière 90 calories, bi-léger. Bud Light blonde. C'est excellent, très léger, tel qu'il est écrit sur la canette. Donc, on fait un petit quiz. Je vous pose des questions sur les RH. Je m'attendais... Les questions ont été rédigées en pensant que c'est plus Rosa qui allait répondre, mais Alex, si tu veux répondre, vas-y. On va lui donner le premier tour, puis on verra si je suis capable d'avoir un deuxième tour intelligent. OK. C'est comme historique. Okay. Il y a des choix de réponse. Fait qu'on essaie ça, puis si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est pas grave. C'est une compétition? Oui. Ah, on pourrait faire ça. Okay. Non, ce n'est pas une compétition. C'est comme l'école des fans. Tout a gagné. Tout le monde a gagné. Parfait. Tu gagnes mon respect. La calotte? Non. OK. Ça, c'est pas été seule à mon chapeau. Oui, c'est ça. All right. Première question. Quel était le lieu de la première grève syndicale canadienne? Hey, je pense que c'est à Murdochville. J'avais des choix de réponse. T'étais tellement convaincue. Laisse faire. A, Calgary. B, Toronto. C, Vancouver. D, Montréal. Donc, il n'y a pas Murdochville. C'est sûr. Montréal. C'est faux. OK. Ben, t'avais-tu un droit de réplique? Ben là, oui. Je vais guesser. Là, Calgary. C'est également faux. C'est en 1872, le syndicat des typographes de Toronto a revendiqué la journée de travail de 9 heures au lieu de 10 heures et plus. Donc, c'était à Toronto. Je dois avouer que mes cours de syndicat, j'ai détesté. All right. Une question que les deux, vous pouvez répondre, je crois. Quel est le score Office Vibe de Third Bridge? Présentement. A, 8,7 sur 10. B, 5,4 sur 10. C, 7,8 sur 10. D, 9,3 sur 10. 8,7, facile. J'aurais dû mettre des chiffres plus serrés. T'aurais fait 8,7, 8,8, 8,9. On aurait hésité, mais on a une notification Slack toutes les semaines pour nous en informer. C'est dur de ne pas le savoir. J'ai moi-même cette notification. Dernière question.
Quel est le pourcentage de candidats qui ne terminent pas une demande de candidature sur un poste? Là, pas juste chez ThirdBridge, overall. En général. A, 92 %, B, 5 %, C, 78 %, D, 34 %. 34, dis-je. 70? La réponse est 92 %. Ben là. On dit qu'en moyenne, là, pour postuler, les gens vont faire environ 51 clics pour se rendre à la finalité qu'ils ont envoyée leur CV. C'est très fastidieux comme processus. Tellement. Dirais-tu que le nôtre est mieux? Ben oui. C'est pas 51. C'est pas 51 Ben non. clics. Tu pars d'un post LinkedIn à notre page carrière, à Bamboo. En tout cas, peut-être qu'on pourrait... On devrait les compter pour être sûr. Ouais, on devrait s'assurer qu'il n'y a pas trop de clics. Bref, ça met fin au quiz. Cheers! Merci, Barberie. C'est dit. On passe à la prochaine question. Tiens, Encore moi, all right. je laisse lire. Wow! Tu partages? Que penses-tu de la culture du feedback? Oh. OK. Ça fait un peu... C'est un point, ça fait écho à ce dont on vient de parler. En effet, la culture du feedback est essentielle, justement. On devrait ne jamais apprendre par surprise que quelqu'un a trouvé qu'on avait mal fait notre job, puis il est trop tard, puis je peux pas me corriger. On devrait toujours recevoir du feedback constructif. On travaille beaucoup là-dessus. Je peux pas dire que... C'est un nouveau chantier, en fait. Là. Je peux pas dire qu'on va y arriver, c'est certain, mais je peux pas dire qu'on a une culture du feedback super bien installée présentement, mais c'est définitivement notre intention. Fait qu'est-ce que j'en pense? Essentiel au développement professionnel, individuel et collectif. Il faut absolument la mettre en place. Il faut bien le faire. C'est la grille des compétences qu'on a faite et qu'on revient sur les sujets qu'on a déjà abordés. Il faut bâtir une grille des compétences limpide sur quelles sont les attentes du rôle. Après ça, la personne va devoir s'y adapter, puis elle aura lu ces compétences-là à la base, sachant comment elle va, après ça, les honorer puis les développer. Oui. Full circle. Tout est dans Oui, tout est dans ça. Mais, moi, je pense que la culture du feedback, c'est la réponse à tellement de problèmes dans une organisation. Là. C'est la recette, je trouve, à tellement de dynamiques, de situations. Tu sais, en tant que rôle conseil, justement, en tant que culture, il y a des gens qui viennent te voir et qui se disent « Ah, ben, j'ai telle situation. » Puis, ce serait donc bien simple si les gens se parlaient puis se le disaient juste à eux-mêmes. Parce que là, tu es là à bout de bras à essayer d'influencer puis d'aider ces gens-là à se parler. Mais finalement, tu sais, c'est ça. Si les gens se le disaient juste entre eux, puis de la bonne façon, puis le recevoir de la bonne façon, mais c'est extrêmement difficile de mettre ça en pratique. Mais finalement, la théorie est si simple à mes yeux. Mais... qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Oui, ben, puis là, on est en train de mettre en place... je m'inspire beaucoup de la méthode de Matt Mochary, qui est un coach, puis c'est vraiment très intéressant, là, lui, de la façon qu'il approche le feedback, puis toute la peur aussi de donner du feedback, de déplaire, mais il y a tout de quoi de pire que quelqu'un qui sort de la pièce puis qui a un consensus que, tu sais, il agit de telle façon, puis ça dérange tout le monde, mais il n'y a personne qui est capable de dire, tu sais, personne ne va être cette personne-là, puis en fait, on veut tous, en tout cas, moi, je veux le savoir, puis j'ai l'impression que les gens veulent savoir aussi qu'est-ce que je fais de bien puis qu'est-ce que je fais de moins bien. Fait que je pense que c'est juste d'apprendre à se le dire, puis de la bonne façon, puis on est en train de mettre des bons outils en place, puis trouver... Il y a deux choses que tu as nommées dès ton arrivée qui m'ont resté en tête. De un, quand quelqu'un t'arrive avec un singe, prends-le pas. Ouais. Ça, c'est un petit truc que c'est une image, mais je m'en sers beaucoup. Quand quelqu'un t'arrive avec un problème, j'avais vraiment tendance à essayer de me l'approprier. Moi, je vais prendre action, je vais t'aider. C'est pas tout le temps le bon réflexe. Garde ton singe, je vais te coacher sur peut-être les actions que toi, tu devrais prendre, de un. Puis de deux, pas de médisance, pas de parlage dans le dos du monde. Quand ça m'arrive, ça arrive tout le temps là, que quelqu'un... En fait, ça va toujours arriver dans nos vies. Là. On a du mal à dire sur les autres quand ils sont pas là. C'est peut-être culturel québécois, mais nous, faisons attention. C'est pas toléré chez ThirdBridge. Puis quand quelqu'un vient vers moi avec ce genre de propos, la première chose que je dis, c'est tu vas devoir lui dire directement, là, moi, je peux rien faire avec cette information-là. J'ai pas été témoin du comportement que tu me décris. Je peux pas être porteur du message. Ouais. C'est à toi de le dire. Fait que trouve la bonne plateforme ou crée-la. Vas-y, tu sais. Il va être reconnaissant. Ou alors, si tu le formules mal, il y aura au moins une conversation, mais il faut absolument que ça se parle directement, sinon on s'en va nulle part. Oui. Puis tout ce ressenti-là se transforme en colère. Puis c'est là que tu tombes à des points de non-retour, puis vraiment dans des conflits. Puis c'est ça. Tout ça pourrait être évité. Parlez-vous, parlons-nous. Puis qu'est-ce que tu réponds à...
il y a des gens qui pourraient croire que la culture du feedback, justement, ça peut être limite toxique dans le sens où, justement, quand c'est pas nécessairement bien dit, ça peut être mal reçu, puis c'est difficile de le recevoir quand c'est pas formulé de la bonne façon. Puis aussi, quand tu intègres des outils qui font en sorte que le feedback est peut-être pas donné de vive voix ou en FaceTime, puis est plus donné à l'écrit, ça peut être ça peut être reçu différemment que si c'est dit de vive voix. Comment tu réussis à ce que ce soit pas toxique puis à ce que ce soit bien fait? Ben, c'est sûr que je me prétends pas coach du feedback, là, mais je pense que ce soit jamais dirigé envers la personne de sa personne, tu sais, que ça soit dans des faits, que ce soit bien préparé, que ce soit poli, que ce soit, oui, transparent et honnête, mais quand même bien dit. Puis si ça prend un appel, ben il faut prendre l'appel, tu sais, mais je pense que ça se dit par écrit aussi, mais d'une certaine façon. Puis quand c'est bien préparé, moi, je pense que c'est loin d'être toxique. Tu sais, tout ce qui est toxique, à mes yeux, c'est ce qu'on vient de nommer. Finalement, c'est tout ce qui se fait en catimini, en arrière de des gens. Tu sais, ça, à mes yeux, c'est profondément méchant. Mais de sortir de son chemin quotidien pour prendre le temps de donner ses impressions à quelqu'un dans le but de l'aider, il n'y a rien de méchant, puis il faut juste changer sa perspective puis se dire que c'est un safe space, c'est chez Third Bridge, puis on a le droit à l'essai, on a le droit à l'erreur, puis c'est une valeur. Donc, en tout cas, moi, ça serait ma réponse. C'est une excellente réponse. As-tu quelque chose à ajouter ou je passe à la prochaine question? Passons. Je highlight juste le fait que tu as mentionné. C'est pour améliorer l'autre personne. C'est de la bienveillance. Oui. On a dit la même chose. En même temps, wow. Oh. Oh. T'en as pigé 2? Oui. Okay. Je la lis. Ben oui. Comment les avancées en matière d'IA et d'automatisation affectent-elles les RH et leur processus? Plein de choses. Là. C'est sûr que les sources, tu sais, moi, mettons que je pose une question à ChatGPT, ou autre outil, là, je vais aller voir la source finalement, puis ça va m'éviter, ça va m'aider à faire des recherches beaucoup légales, puis de rédaction. Mais il y a juste tellement de possibilités, puis c'est ça qui est intéressant. Sûrement que vous en rappelez, mais à mon entrevue... Oui. Ben oui, Claude. J'avais créé Claude, qui était le nouveau feature de ChatGPT pour entreprise. Puis, dans le fond, c'est un ChatGPT qui t'entraîne en lui donnant de l'information à répondre. Puis, j'avais donné plein d'infos que j'avais trouvées sur Internet. Puis, finalement, des profils LinkedIn, puis tout l'organigramme. Puis, tu demandais à Claude, qui était l'agent talent culture, qui allait être embauché avec moi s'il m'embauchait, dans le fond. Puis, Claude répondait finalement, chez Third Bridge, tu as 5 semaines de vacances, tu as ça. Tu sais, il répondait à tout plein de questions talent culture. Fait que c'est un monde de possibilités, mais c'est ça. À date, c'est pas parfaitement intégré encore, mais juste dans l'Ipsum, qui est notre futur outil pour le feedback, au niveau rédaction, tu pouvais mettre les 2 premiers niveaux, par exemple, junior, intermédiaire, puis sélectionner l'IA qui rédigeait la 3e. Mais j'ai pas fait le test. C'est extrêmement sensible. Je l'ai rédigé moi-même, mais j'aurais été curieuse de faire le test et finalement, de plus en plus, d'outils vont l'intégrer. Puis... Parce que ça, c'était un exercice très difficile, je trouve. Voici le comportement junior auquel on s'attend, facile à rédiger. Là, tu veux l'augmenter d'un niveau, puis tu amènes ça à intermédiaire. OK, là, on est créatif. Là, tu veux ramener ça à un niveau supérieur encore. Tu as l'impression d'avoir tout dit dans les 2 premiers niveaux. Très difficile de décrire le comportement senior. Puis, tu as oublié de parler de Michel, qui est comme un peu la suite logique de Claude, right? C'est sûr. Notre directeur technique, Jérôme Kelly, quand Rosalie a été passée en entrevue avec son fameux Claude, il en a raffolé. Il fallait que ce soit toi qu'on embauche. Il est difficile à impressionner. Honnêtement, c'est un milestone important dans ta vie. Je pense que mais ça sur ton CV, absolument. Mais tellement. Impressionné Jérôme Kelly, directeur technique. Puis finalement, ça a donné naissance à Michel. Je pense qu'elle est à la version 2, puis on veut la version 3 bientôt. Souligne les anniversaires. Au départ, elle nous faisait des textes, puis c'était... la date de ton anniversaire, puis une recherche avec un IA qui va décrire ce qui s'est passé à la même date dans différentes époques historiques.
Puis c'était tout le temps des références militaires. Fait que là, elle a augmenté de niveau, elle aussi. Ouais. Là, elle arrête avec les foutues références historiques militaires parce que c'était un peu glauque à un certain point. Puis je pense Puis qu'elle elle se trompait. elle se trompe souvent. Là. C'est un peu la Donald Trump des robots. Là. disait n'importe C'est quoi. fake news all the way, mais bon. Elle est très divertissante. Elle souligne les anniversaires. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Il me semble qu'elle a d'autres utilités, mais en tout cas, elle est sympathique puis elle nous supporte de loin avec nos talents culture. Puis elle est due pour sa version 3 pour qu'on puisse avoir des conversations bidirectionnelles. Elle a la mémoire d'un poisson rouge en ce moment, mais elle pourrait être augmentée d'un niveau. Oui. La version 2 de Claude, c'est Rosemary qui a créé, qui est un mix de Marie-Soleil et moi. Mm-hmm. Wow. Très, très chicks. Puis, c'est ça. Là, je ne l'ai pas encore assez entraînée, mais... Puis qu'est-ce qu'elle va faire, Rosemary? Même chose que Claude, là. C'est juste que c'est un mix de MS. Fait que, mettons, tu peux lui faire toute notre information qu'on a sur Notion, puis Rosemary, elle va répondre. Ouais. Ça va être notre chatbot politique talent culture. Politique ou juste pour donner du contexte sur finalement comment quelqu'un pourrait prendre une décision là, par rapport à comment on pense chez ThirdBridge. Tu sais, des fois, c'est des rédactions. Puis, quoi d'autre? Justement, on pourrait lui donner les grilles puis lui dire qu'est-ce qui me... Tu sais, je suis telle catégorie dans tel poste. Qu'est-ce que ça me prend pour atteindre le prochain niveau? Puis elle pourra cibler peut-être le delta. Mais c'est ça, c'est des tests, là. Il faut que tu lui donnes de l'information. Puis des fois, elle va sélectionner des affaires par rapport. Il faut que tu lui dises non, pas ça. Tu l'entraînes. Non, Rosemary, pas non. ça. Comme ChatGPT, là, tu dis non, c'est pas ça que je voulais. OK, bien, c'est intéressant. Prochaine question? Oui. Puis juste une cette fois-ci. OK, bien là, Alex, c'est à ton tour. Merci. Oups. ThirdBridge a un taux de roulement qui frôle le 0%. Quelles stratégies sont mises en place pour assurer un tel taux de rétention? On brague. Oui, hein? Tant mieux pour nous. En effet, les gens restent chez nous puis on leur est très reconnaissant. Qu'est-ce qu'on a comme stratégie? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'authenticité qui part de la direction, right? On a beaucoup de vulnérabilité, mettons, même dans la direction. On met cœur sur la table. Puis on essaie d'être un exemple aussi là, pour le reste de l'équipe. Puis je pense que ça fonctionne. Mais je ne peux pas dire que j'ai réfléchi stratégiquement à comment avoir le plus bas taux de roulement. Ça vient assez instinctivement. Fait que décevant comme réponse, je te passe la parole. Qu'est-ce qu'on fait comme stratégie? Bien, deux choses. Premièrement, il y a le taux de rétention, le taux de roulement, puis le taux de roulement volontaire ou involontaire. Fait que, tu sais, il y a des nuances. Je pense que la question, c'était le taux de rétention, mais je pense que c'est un tout, là. C'est le fait que la culture, tu sais, ThirdBridge, on le sait, là, on est une entreprise de service. Si on n'avait pas nos gens, que serions-nous, tu sais? Puis, nos gens sont vraiment au centre de la culture. Puis, je pense que ça va arriver un jour qu'il y a peut-être un employé qui va décider de quitter parce que, la vie, c'est comme un couple, hein? Tu prends des chemins différents, puis c'est correct aussi, tu sais, à un certain point de... Tu veux devenir consultant, tu veux devenir... tu veux faire autre chose. Mais effectivement, c'est pas encore arrivé. Puis je pense que ça va être un peu brise-cœur quand ça va arriver, qu'on va avoir une vraie entrevue de départ, de volontaire de quelqu'un qui a voulu quitter puis qu'il nous l'a pas dit parce qu'il a senti qu'il pouvait pas nous le dire puis il y a trop eu de frustration. Ça, par contre, il y a peu de risques. Je pense que ça arrive parce que, justement, c'est toute la communication, c'est de réinvestir dans la culture, de prendre soin de nos gens. Ça, je pense que tant que les gens, justement, sachent qu'ils s'en vont vers leur plein potentiel, qu'ils sont bien, qu'on care, que justement, on leur en donne plus, puis on veut de la performance, de la rentabilité, puis dès qu'on peut, on réinvestit dans la culture parce que c'est ça qui est important. C'est ça. Je pense que c'est un tout. Lançons des fleurs au département marketing aussi pour la marque employeur parce que je pense qu'elle est tellement bien affichée. Quand tu viens appliquer chez ThirdBridge, tu sais à quoi t'attendre. Fait que ta décision est peut-être déjà prise que tu as envie de travailler là, puis tu es informé aussi. Là. C'est une décision informée que tu prends quand tu viens postuler chez nous. Fait que ça doit beaucoup aider aussi. Là. Les candidats qui cognent à notre porte, ils savent qu'ils veulent travailler chez nous pour les bonnes raisons. Ils sont informés par rapport à ces raisons-là. C'est ça. On ment pas. Non, sur les réseaux. ni au balado. Hein. Non, surtout pas au balado, en fait, c'est important. Mais oui, puis j'aimerais aussi rajouter qu'en termes de stratégie, je pense qu'il y a un grand élément stratégique qui aide au taux de rétention, c'est le off-site, on va se le dire.
Oui. Les gens veulent rester un an de plus pour le prochain Offside, ça, c'est certain. C'est des gros événements à chaque fois. Prochain Offside qui sera au Club Med de Charlevoix, Ouais. d'ailleurs. Un grand événement. Ce serait incroyable. Puis là, les cadeaux de cette année vont être encore plus hauts. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un tout de... Je pense pas que c'est à cause du Offside, là. Mais je pense que c'est un tout, tu sais. Je pense que c'est le party de Noël. Je pense que c'est les 5 à 7. Notre club social fait une job, le S-Club, fait un travail exceptionnel. L'humour, le fun que les gens ont, ça, c'est vrai. Puis c'est dur à retrouver, puis les gens le savent. Puis je pense que tout se discute. Puis si jamais il y a une problématique, les gens vont nous en parler. Puis je pense qu'on va rattraper la balle avant. Mais écoute, ne sait-on jamais. Le jour où ça va arriver, on va se poser beaucoup de questions, je pense. Mais Ça va être dur. ça n'arrive pas. Presque pas. Touche du bois vite. Là. Oui. On peut certainement toucher la belle table. OK. Toucher le pouf. Il reste juste une question dans le chapeau. Vas-y, Ouh, Rosalie. je vais. Oh, mais non la moindre. Quelles sont les premières étapes à suivre si on souhaite recruter à l'international? Le sujet du jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, je recrute beaucoup en Pologne et un poste aux États-Unis aussi. On peut le dire, j'ai demandé la permission. Et en Pologne, ben, c'est pas si simple comprendre tout ça. Fait que la conversion rose-loti et la culture, le côté culturel aussi, on est très différents, les Québécois, les Polonais. Puis c'est ça, on a beaucoup appris de certaines situations dernièrement. On a passé beaucoup d'entrevues, vous-même un voyage en Pologne. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un client qui est en Pologne et ce qui fait que justement, on veut supporter une présence sur place. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a des co-employeurs qui sont finalement des EOR, Employer of Record. Il y en a toutes sortes, là, puis il y en a des meilleurs que d'autres dans certains pays, mais en gros, c'est un ensemble de ressources d'avocats, RH, plein de gens qui peuvent rédiger les contrats, te dire là, qu'est-ce qu'il faut pour être conforme, puis même offrir des packages d'assurance, etc. Donc, tu n'as pas besoin d'entité légale pour recruter à l'international. Donc là, c'est ça, on utilise le co-employeur. Donc, ça, c'est d'en faire la sélection, de trouver les bons candidats et de le faire. Mais anecdote, fun fact, quand on a fait une entrevue avec, on a embauché, on est à notre deuxième polonais et on a un employé actuellement qui est en Pologne. Le deuxième, il n'est plus chez ThirdBridge. Et il y a quelqu'un qui travaille dans notre équipe qui nous a dit que quelqu'un en Pologne lui avait dit que parfois, les premières entrevues, il ne voulait pas ouvrir la caméra. Puis la deuxième entrevue, c'était quelqu'un d'autre. Donc, tu passes à la deuxième étape. Bref, il y a des gens qui sont super bons en entrevue ou qui répondent techniquement. Puis là, j'ai rencontré un candidat en première entrevue, il parlait super bien anglais. Moi, je me disais, c'est pas possible que les gens font ça. Puis là, à la deuxième entrevue, anglais, ils ne comprenaient pas là, nos questions. Puis là, je me suis posé la question, est-ce que c'était la même personne? Puis c'est des pratiques, les gens, ils mentent sur leur CV apparemment, des choses comme ça. Mais tu sais, nous, on est tellement naïfs, disons-le. Fait qu'on a... Moi, je comprenais pas. Je me disais, c'est-tu la même personne? Puis, évidemment, ton cerveau, il va pas là, tu sais, normalement. Mais quand j'ai entendu cette anecdote-là, je me suis vraiment posé la question. Peut-être que c'était pas la même personne parce que la deuxième fois, je l'ai comme obligée à ouvrir sa caméra, tu sais. Je n'avais pas embauché quelqu'un que je n'étais même pas capable de voir son nom verbal, fait qu'il n'y a pas eu le choix, mais on ne saura jamais la conclusion. Mais tout ça pour dire que c'est complexe. C'est la Pologne, mais il y a aussi les États-Unis. Dans les États-Unis, tu as plein d'États que toutes les normes sont différentes, toutes les lois, tous les aspects légaux. Donc, c'est vraiment difficile aussi de te tenir à jour de tout ça, finalement. Tu as plein d'États qui sont très employer-friendly, tu en as d'autres qui sont très employee-friendly. C'est la différence? Mettons, c'est des contrats at will. Donc, la majorité des États, tu peux... puis là, ça, c'est un avocat qui m'a dit ça. J'ai pas inventé ça, cet exemple-là, mais qui peut littéralement rentrer dans le bureau puis dire « J'aime pas ça ce que tu portes aujourd'hui », puis t'es dehors. Okay. Pour aucune raison valable.
Tu peux mettre fin à l'emploi, puis c'est pas des contrats à durée déterminée. Puis tu as 2 États, puis si je me trompe pas, c'est la Californie et New York, qui sont très employee-friendly. Donc, puis sinon, il y a des normes là, qui sont très, très, très différentes. Donc, très dur à suivre. Puis là, ben, encore une fois, tu as tout le temps le choix d'aller avec un EOR ou encore tu peux t'ouvrir une entité légale puis embaucher. Mais c'est tout le système de paye, c'est toutes les lois, les taxes, tout ça. Fait que c'est assez complexe. J'ai pas grand-chose à rajouter. Juste se familiariser avec la culture, savoir à quoi s'attendre. J'ai envie de donner plus des fun facts. Moi aussi, je vais tomber dans l'anecdote, là, mais on a eu un entraînement culturel pour la Pologne spécifiquement. Puis, une des notions en Pologne qui vont essayer d'inculquer à un Québécois, c'est « souris moins ». Puis moi, c'est pas naturel pour moi. Au contraire, dans le passé, je me disais « souris plus », ça a des bons résultats au Québec, sourire. Puis là, tu arrives en Pologne, puis tu souris aux gens, puis tu as un air bête en face de toi, puis c'est très standard pour eux. C'est toi qui n'as pas rapport avec ton grand sourire plein de dents. Fait que juste, bon, anecdotique, là, mais voilà, se familiariser avec la culture, le marché de l'emploi est différent partout. Fait qu'international, c'est une trop grosse question. Je pense à chaque fois, il faut se poser la question, où est-ce que j'embauche? À chaque fois, ça va être complètement différent. C'est même État par État qu'il faut se poser la question aux États-Unis. Ouais. Fait que c'est un méchant puzzle. Fait que ne pas sous-estimer la chose, se faire accompagner, faire des recherches. Le fameux adage est le bon, là, hire slow, fire fast, embauche lentement, renvoie rapidement, mais concentrons-nous sur la partie embauche. Dans ce cas-ci, en effet, fais tes recherches. C'est intimidant comme démarche, puis idéalement, tu as une directrice talent et culture qui l'a déjà fait dans l'équipe, ça peut aider. Ouais. Non, c'était particulier au début, là, vraiment les premières entrevues. Ça aussi, moi, j'avais suivi la deuxième partie de la formation culturelle, puis ça, boire un café le matin, c'est insultant parce que c'est comme si tu t'endors. C'est ça. C'est toutes ces nuances-là qu'on connaît pas finalement quand on recrute. Mais ouais, finalement, mais on apprend beaucoup. Moi, j'adore ça. Puis après ça, il y a tout le côté aussi, comment tu intègres ça à ta culture sans finalement qu'elle change ou qu'elle change pour le mieux, puis de bien le faire. Parce qu'au début, tu sais, en Pologne, c'est sûr que tu vas lire des articles finalement, puis tu te rends compte que apparemment la main-d'œuvre en Pologne, les devs, ça coûte moins cher. Fait que ça écrit cheap labor partout. Puis moi, je n'étais même pas au courant. Finalement, c'est Marc, mon copain, qui m'a dit « Ah, vous embauchez en Pologne, c'est parce que vous voulez sauver des coûts. » Mais pas du tout, c'est parce qu'on a un client là-bas. Finalement, tu te rends compte que ça coûte aussi cher, sinon plus, parce qu'après ça, il faut que tu payes l'employer of record. Tu sais, fait que toutes faut que tu creuses pour vraiment bien comprendre la situation. Il faut que tu sois prêt à bien t'entourer, à trouver des bons bureaux d'avocats pour rédiger des contrats, puis t'accompagner, puis finalement être bien protégé. Puis c'est ça, comprendre aussi, si jamais tu mets fin à l'emploi, ça va être quoi les étapes, puis les coûts. Jamais le fun là, quand t'embauches, je pensais à ça, mais ça en fait partie. Puis en plus, mettons, effet collatéral qu'on n'avait pas prévu, du fait que, mettons, c'est common knowledge que ça coûte moins cher en Pologne. Je ne suis pas sûr que moi, j'avais cette notion-là nécessairement, là, mais des gens dans l'équipe l'avaient. Fait que dès qu'on a commencé à justement embaucher en Pologne, à faire des démarches pour ça, on a eu besoin d'adresser ça avec l'équipe pour ne pas leur donner l'impression qu'on allait les remplacer par du cheap labor, par des gens qui coûtent beaucoup moins cher puis qui sont outre-mer, puis on remplacerait toute l'équipe. Mettons, quelqu'un aurait pu se monter un beau grand bateau avec cette histoire-là. Fait que c'était pas sur notre radar à la base. C'était vraiment pas pour ça qu'on le faisait d'ailleurs. Là. Fait qu'il fallait un message général pour que ce soit bien compris de tous. On n'avait pas prévu ça. Là. Ça a été un petit effet collatéral, une petite surprise. Ouais. On l'a appris sur le tard, tu sais, que finalement, c'est supposément pas payé cher. Tu sais, vraiment, encore une fois, c'est un peu naïf, là, mais... Sûrement parce qu'on les paye cher, finalement. Fait oui, on s'est vraiment fait avoir sur toute la ligne. Exact. Okay, fait que la clé à retenir dans tout ça, c'est aller chercher les bonnes agences, les bonnes personnes qui peuvent t'accompagner là-dedans, puis qui ont déjà les connaissances puis les outils pour... Ouais, à moins que tu aies beaucoup d'expérience, je pense que tu as besoin d'aide absolument. Oui. Ben oui, ou encore, tu sais, des fois, c'est des EOR ou juste quelqu'un, finalement, parler à quelqu'un qui l'a déjà fait. Appelez-moi. Maintenant, tu es la personne qui l'a déjà fait. C'est une célébrité LinkedIn, fait que... Oui, écoute, avec tous ses followers, encore une fois, full circle, fait qu'on arrive vers notre fin, on a ramené ça à ta communauté. Oui. Y avait-il quelque chose que vous vouliez adresser par rapport à ce sujet qui n'avait pas nécessairement rapport aux questions de notre communauté?
Non? OK, parfait. Longue vie au talent et à la culture, Third Longue Bridge. vie. Tellement. À Cheers. tout ça. Merci, Puis, Barberie. merci à vous de vous être prêtés au jeu une fois de plus. Puis on remercie tous les gens qui étaient à l'écoute et allez nous suivre. YouTube, LinkedIn, Instagram, Spotify. Suivez l'update, tout le monde. Le TikTok Annick. Le TikTok Annick. Merci, Virge. Merci. Merci Virge, merci Alex.